Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours intitulé Introduction au système immunitaire, les étapes de la réponse immunitaire adaptative. Il s'agit de la dernière vidéo du cours 1 qui se proposait de faire un survol rapide et superficiel du système immunitaire. Après avoir présenté les acteurs de l'immunité adaptative, nous nous intéresserons aux différentes étapes de celle-ci. Ce schéma vous montre le nombre de lymphocytes au cours du temps lors d'une infection. On observe d'abord une phase de latence, suivie d'un accroissement, puis une contraction du nombre de lymphocytes et finalement un retour avec un niveau un peu supérieur au niveau de base. Cette courbe traduit les différentes étapes de la réponse immunitaire adaptative, avec une phase de reconnaissance où le pathogène est détecté, une phase d'activation où des lymphocytes spécifiques de l'antigène reçoivent un signal costimulateur qui induit leur prolifération et leur différenciation en cellules effectrices, une phase d'expansion clonale où les lymphocytes spécifiques de l'antigène se multiplient et se différencient, une phase effectrice lorsque la plupart des lymphocytes effecteurs migrent au site d'infection. Enfin, une phase de contraction qui suit l'élimination de l'antigène où les lymphocytes meurent. Et une phase mémoire où des lymphocytes mémoire spécifiques de l'antigène vont persister, améliorant la résistance en cas d'infection future par le même pathogène. Un point clé pour comprendre la réponse immunitaire adaptative est que la présence de l'antigène n'est généralement pas suffisante pour déclencher une réponse. L'activation complète des lymphocytes requiert deux signaux. Le signal 1, c'est l'antigène lui-même, un signal de non-soi. Le signal 2 est un signal de l'immunité innée, un signal de danger. Ce besoin d'un deuxième signal dépendant de la présence de microbes garantit que les lymphocytes répondent à des agents infectieux et non à des substances bénignes. Ainsi, le système immunitaire se met en place uniquement lorsqu'il y a des antigènes qui sont associés à des signaux de danger. Nous avions vu que le système immunitaire inné est équipé pour reconnaître les agents infectieux par les récepteurs de pattern et sont ainsi capables de fournir ce signal de danger. La théorie des deux signaux explique le rôle de l'adjuvant dans la vaccination. L'injection d'un antigène protéique n'est pas suffisant pour induire une forte réponse immunitaire. Il faut ajouter un adjuvant, une substance, parfois des parois microbiennes, qui stimule la réponse immunitaire innée et fournit le signal 2. Ce sont les cellules dendritiques qui intègrent les deux signaux et présentent les antigènes aux cellules T. Ces cellules, qui font partie de l'immunité innée, jouent donc un rôle critique dans l'initiation de la réponse immunitaire adaptative. Vous avez ici une cellule dendritique qui phagocyte une bactérie qui vient d'infecter le corps humain. La bactérie est détruite dans sa vacuole et les peptides sont présentés par des molécules MHC. Ici, des molécules MHC de classe 2. Ceci donne le signal 1. La cellule dendritique possède aussi à sa surface des récepteurs de pattern, par exemple des toll-like récepteurs, qui reconnaissent des molécules spécifiques de la bactérie. Ils fourniront le signal 2. En effet, une voie de signalisation activée par le toll-like récepteur en reconnaissant la bactérie induit l'expression des molécules CD80 et CD86 qui, en se liant sur le récepteur CD28 présent sur la cellule T helper, fournissent le deuxième signal qu'on appelle signal de costimulation. Un lymphocyte T naïf sera activé si son récepteur TCR reconnaît un peptide présenté par la molécule MHC en présence d'un signal de costimulation. La cellule TCD4 n'est plus naïve. Elle se met à se diviser rapidement. C'est la phase d'expansion clonale conduisant à un clone de cellules identiques. La plupart des cellules filles se transforment en cellules effectrices, tandis que d'autres cellules deviennent des T-mémoires. Une cellule T effectrice a des propriétés différentes d'une cellule T naïve.
nous allons visualiser la réponse immunitaire adaptative par une vidéo. Notez ici la présence de nœuds lymphatiques qui sont stratégiquement disposés le long du système lymphatique que vous voyez en jaune, un système de vaisseaux qui collecte la lymphe des tissus. Le nœud lymphatique est un organe lymphoïde secondaire où s'initient les réponses B et T. Donc vous avez ici une blessure septique au niveau de la peau avec des cellules dendritiques en résidence. Les cellules dendritiques phagocytent les bactéries, capturent l'antigène et migrent par le système lymphatique jusqu'au nœud lymphatique. Dans ce nœud lymphatique, il présente l'antigène et les signaux de costimulation. Vous avez des cellules T qui patrouillent en permanence. Vous verrez une première cellule T naïve qui scanne mais ne reconnaît pas l'antigène. La seconde cellule T reconnaît l'antigène, celle-ci, et se multiplie par expansion clonale et se différencie en cellules effectrices qui rejoignent la circulation sanguine et qui vont rejoindre le site d'infection en suivant un gradient de chémokine. Ces cellules effectrices pénètrent dans le tissu en traversant l'endothélium et dans ce cas-ci vont activer des macrophages. Nous allons revoir en détail la phase d'activation d'une cellule T. Une cellule dendritique présente l'antigène, un peptide sur une molécule MHC, et un signal de costimulation. La cellule T, qui reconnaît l'antigène et reçoit le signal de costimulation, se divise, prolifère en un clone de cellule T qui se différencie en cellules effectrices. Nous avons dans notre corps un vaste répertoire de cellules T, mais seules les cellules T qui reconnaissent l'antigène vont se différencier en cellules T effectrices et en cellules T mémoire. Ceci explique pourquoi la réponse immunitaire adaptative est spécifique. Nous allons maintenant analyser l'activation des lymphocytes B. Vous avez ici un lymphocyte B qui possède son récepteur BCR à la surface. Il reconnaît directement l'antigène à sa surface. Ce signal, plus un signal issu d'une T CD4, va lui permettre de se multiplier et de se différencier en cellules plasmocytes. Ainsi, la fixation de l'antigène sur le BCR n'est pas suffisant pour activer une cellule B. Elle a besoin d'une interaction avec une cellule TCD4 dont le TCR reconnaît le même antigène et qui a été préalablement activé par une cellule dendritique. Pourquoi le lymphocyte B a-t-il besoin d'une interaction avec une cellule TCD4 ? Parce que la cellule TCD4 a vu l'antigène présenté par la cellule dendritique en présence de signaux de danger. La TCD4 sait, si l'on peut dire, que cet antigène est associé à un contexte infectieux. Ainsi, l'interaction T-B assure qu'un lymphocyte B est bien activé en réponse à un antigène dans un contexte infectieux. Une fois activée, la cellule B prolifère, se différencie en plasmocytes. Ces cellules vont rester dans le nœud lymphatique et produisent des anticorps qui agiront à distance. Revenons maintenant aux cellules T effectrices qui ont été activées par la cellule dendritique. Ces cellules vont se diviser, se différencier et rejoindre les tissus infectés en suivant les gradients de chémokine. Nous voyons ici une cellule T CD4 qui, en reconnaissant l'antigène présenté par un macrophage, active ce macrophage pour le rendre plus agressif pour digérer un microbe. Nous avons ici une cellule T cytotoxique, CD8, qui rentre dans le tissu, reconnaît une cellule infectée et dégranule ces granules toxiques. Vous voyez ici un gros plan de la dégranulation et de la destruction de la cellule cible. Cette diapositive nous permet maintenant de bien résumer les fonctions des différents types de lymphocytes. Nous avons d'abord les lymphocytes B, qui ont des immunoglobulines à leur surface et qui sont capables de se transformer en plasmocytes, qui sécrètent des anticorps. Nous avons vu
que les anticorps ont de multiples fonctions: neutralisation, opsonisation, activation du complément et cytotoxicité dépendante des anticorps. Nous avons vu que les lymphocytes TCD4 sont activés par les cellules dendritiques et vont jouer des rôles multiples. Ils sont capables d'activer les macrophages pour les rendre plus agressifs. Ils vont, en produisant des cytokines, avoir une forte influence sur les autres cellules du système immunitaire. Enfin, nous avons vu qu'ils fournissent le signal 2 pour les lymphocytes qui permet leur activation. Nous verrons plus loin que ces cellules sont aussi importantes pour activer les TCD8. Finalement, nous avons les cellules TCD8 qui sont aussi activées par des cellules dendritiques, bien que cela ne soit pas montré sur cette figure. Ces cellules se différencient en cellules cytotoxiques qui sont capables de reconnaître les cellules infectées par un pathogène intracellulaire et de les détruire. Nous allons maintenant, par un schéma récapitulatif, résumer tout ce que nous avons appris. La présence d'un pathogène est détectée par une cellule dendritique qui est capable d'activer les cellules TCD4 et les cellules TCD8. Ces cellules se divisent et se différencient en cellules T effectrices et en cellules T mémoire. Les cellules mémoire sont capables de réagir plus rapidement en cas d'une deuxième exposition. Nous avons vu que le lymphocyte B est capable de reconnaître l'antigène directement par son BCR, mais il a besoin d'un second signal donné par le T helper. Ainsi, ce schéma illustre le rôle extrêmement important des TCD4 dans l'activation des cellules B. Pourquoi? Je vais encore le répéter une fois. Ce deuxième signal, apporté par la cellule T helper, assure que l'antigène qui va activer la cellule B a bien été associé à un contexte infectieux. En effet, la T helper a, elle, été activée par une cellule dendritique qui possède à sa surface des récepteurs de pattern qui est capable de reconnaître le danger, le côté infectieux de l'antigène. Ainsi, l'interaction TB permet d'activer les cellules B uniquement en présence d'antigènes dans un contexte infectieux. Nous allons maintenant zoomer sur 3 de ces étapes qui illustrent la présentation de l'antigène dans 3 contextes différents. L'activation de la réponse immunitaire par la cellule dendritique, c'est le 1. L'activation d'une cellule B en présence d'antigène avec l'aide d'une T helper. Et enfin, en zone 3, l'élimination d'une cellule infectée par une cellule T CD8. Gros plan sur l'étape 1. L'activation de la cellule T helper par une cellule dendritique. Il illustre la présentation de l'antigène dans l'initiation de la réponse immunitaire. Vous avez ici une cellule dendritique qui a capturé l'antigène, par exemple par phagocytose. Elle présente des peptides, des protéines du pathogène sur ces molécules MHC. Elle possède des récepteurs de pattern qui reconnaissent des molécules spécifiques de la bactérie qui induisent les molécules de costimulation. La présence du peptide, présenté par la molécule MHC, et du signal de costimulation induit la cellule T à se diviser et à se transformer en cellule T effectrice. Nous voyons que cette cellule T va produire des cytokines qui vont agir à la fois sur les cellules B et sur les cellules TCD8. Gros plan sur l'étape 2. L'activation d'une cellule B par l'antigène et une TCD4. Il illustre la présentation de l'antigène dans le cadre de l'interaction TB. Attention ici, on s'accroche, ce sera difficile. La cellule B reconnaît son antigène par son BCR. Par exemple, ça peut être une protéine d'une bactérie pathogène. Elle reçoit ainsi le signal 1. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est généralement pas suffisant pour activer une réponse B. Elle a besoin d'un autre signal qui est fourni par une TCD4 que vous voyez ici, qui a été préalablement activée par une cellule dendritique. Mais comment se fait cette interaction entre la T et la B? La cellule B va capturer l'antigène,
le dégrader dans une vacuole et le présenter sur une molécule MHC classe 2. Si le cellule T, ici, reconnaît le même peptide qu'elle avait reconnu sur la cellule dendritique, elle va envoyer un signal 2. C'est comme si qu'elle disait à la cellule B, « Vas-y, tu peux y aller, l'antigène que tu as reconnu est bien dangereux. » Une fois que la cellule B a reconnu les deux signaux, l'antigène par son BCR, le signal 2 par l'interaction avec une cellule T, elle se multiplie, se différencie en cellules productrices d'anticorps, les plasmocytes, et en cellules B, mémoire. Nous allons faire un gros plan sur l'étape 3, la destruction d'une cellule infectée par une CTL. Il illustre le rôle de la présentation de l'antigène dans un contexte effecteur. Vous avez ici une cellule T cytotoxique effectrice, c'est-à-dire issue d'un clone de cellule T préalablement activée par une cellule dendritique. Cette cellule T est attirée sur le site de l'infection en suivant un gradient de chémokine. Vous avez ici une cellule infectée par un pathogène intracellulaire, par exemple un virus. Cette cellule présente sur son MHC classe 1 des peptides du virus. Dès que la CTL reconnaît par son TCR la présence de peptides étrangers, elle entre en contact étroit avec la cellule cible, formant ce qu'on appelle parfois une synapse immunologique. Elle relargue des granules toxiques, granzymes et perforines, qui vont détruire la cellule infectée et ainsi contribuer à éliminer le virus. Pour conclure cette introduction à l'immunologie, nous allons revenir aux agents infectieux et regarder certains des mécanismes effecteurs utilisés pour les éliminer. Nous commencerons par le cas d'un virus cytopathogénique. Ce virus se multiplie dans les cellules, les détruisant pour coloniser d'autres cellules. Ces virus ont une phase extracellulaire, ce qui les rend susceptibles à l'action des anticorps. Nous allons maintenant regarder la vidéo. Vous avez ici le virus qui pénètre dans la cellule par son récepteur, se multiplie et tente de coloniser d'autres cellules. Mais la production d'anticorps bloque la transmission. Nous voyons ainsi que les anticorps peuvent protéger l'hôte contre des infections par des virus cytopathogéniques. Nous allons maintenant voir le cas d'un virus non cytopathogénique. Ces virus sont un peu plus malins. Ils ne détruisent pas la cellule infectée, mais la quittent en bourgeonnant, protégée à l'intérieur de la membrane de l'hôte. Ainsi, les anticorps sont incapables de reconnaître ces virus. Ce sont les cellules TCD8 qui vont agir. Regardons maintenant la vidéo. Infection par le virus à travers son récepteur. Le virus se propage par bourgeonnement. Les cellules présentent sur leur MHC classe 1 des peptides du virus qui sont reconnus par une cellule T CD8 qui détruit les cellules infectées. Ceci illustre le rôle des TCD8 dans l'élimination des virus non cytopathogéniques. Nous allons maintenant analyser ce qui se passe lorsque vous avez une infection bactérienne intestinale. Ici, vous allez voir un lymphocyte B qui produit en grande quantité des IgA qui vont bloquer les bactéries et leurs toxines dans la lumière de l'intestin. On regarde la vidéo. Vous avez des bactéries qui pénètrent au niveau de l'intestin. Une cellule, un plasmocyte produit des anticorps, ce sont des IgA, qui vont bloquer les actions des toxines et neutraliser la bactérie. Vous avez aussi des IgG qui sont produites par d'autres plasmocytes qui vont bloquer l'action des bactéries et des toxines dans les tissus. Finalement, nous allons illustrer ici un autre mécanisme qui met en jeu des anticorps, l'opsonisation d'un pathogène. Nous allons nous focaliser sur la partie droite de cette vidéo. Vous avez ici des bactéries dans un tissu. Ces bactéries déclenchent une réponse inflammatoire et vont recruter des macrophages. Cette bactérie est couverte par des anticorps qui fonctionnent comme un signal qui dit au macrophage « mange-moi, je suis dangereux ». Vous voyez que le macrophage possède des récepteurs FCR qui sont capables de reconnaître la partie constante de l'immunoglobuline. Dans ce cas, les anticorps aident le macrophage à phagocyter la bactérie. Cette vidéo illustre une coopération
entre la réponse immunitaire innée, le macrophage, et adaptative, les anticorps. Nous allons résumer maintenant ce que nous avons appris. Nous avons vu que la réponse immunitaire consiste en plusieurs phases consécutives. Reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes, activation des lymphocytes à proliférer et à se différencier en cellules effectrices et mémoire, déclin de la réponse immunitaire et mémoire à long terme. Nous avons vu que les lymphocytes B reconnaissent l'antigène par leur BCR et reçoivent un second signal d'une TCD4 avant de se différencier en cellules B effectrices, les plasmocytes, qui sécrètent les anticorps. Nous avons vu que les lymphocytes T reconnaissent des fragments peptidiques présentés par des molécules MHC. Les lymphocytes T helper sont capables d'activer les phagocytes à détruire les microbes ingérés. Ils jouent aussi un rôle important en activant les lymphocytes B. Nous avons vu que les cellules CTL, les TCD8, sont cytotoxiques. Elles tuent les cellules infectées qui abritent des microbes dans leur cytoplasme. Nous avons vu le rôle important de la cellule dendritique qui capture des antigènes dérivés de microbes entrés par voie épithéliale, concentre ces antigènes dans les organes lymphoïdes secondaires et les présente, ces antigènes, aux cellules T. Cette vidéo conclut le chapitre 1 du cours, dont l'objectif était de vous donner une vue générale du système immunitaire. Nous allons maintenant pénétrer étape par étape dans le système immunitaire. L'objectif étant qu'à la fin de ce cours, vous avez compris comment fonctionne ce système immunitaire.